Frontière en feu, le massacre de Farabougou-Bereke au centre du Mali relève encore une fois la fragilité de l'État malien et l'érosion de sa capacité de dissuasion dans un contexte marqué par le retrait français et l'émergence de nouveaux partenaires encore dépourvus de maîtrise opérationnelle et de réseaux de renseignement. L'adoption de la violence par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mêlant tueries, enlèvements et déplacements massifs, consacre l'insécurité comme mode de régulation des espaces frontaliers. Mais le danger ne se limite pas au Mali. La Mauritanie, épargnée jusqu'ici, fait face à des frontières poreuses, à des trafics imbriqués et à des communautés vulnérables. Comment Nouakchott s'adaptera-t-elle à ce bouleversement? La coopération bilatérale et régionale suffit-elle? Et quel rôle pour les nouveaux partenaires dans la protection du pays contre la contagion du chaos? Avec nous en ligne, M. Eli Woule Magla, journaliste correspondant multimédia. Alors, comment analysez-vous le retour de la violence sanglante au centre du Mali après l'attaque de Farabougou-Bereke? Est-ce le signe d'un effondrement sécuritaire enraciné ou d'une escalade conjoncturelle? Comme vous le savez, le Mali est un pays qui a une histoire assez particulière, notamment par rapport aux mouvements djihadistes qui ont trouvé un refuge après la pression algérienne. Et depuis les derniers développements, le Mali est devenu un État marqué par l'instabilité, marqué par la faiblesse des institutions, marqué par le manquement aux engagements politiques au plus haut niveau et également des difficultés économiques et sociales. Il y a une implosion dans ce pays et par conséquent, cette fragilité constitue le terreau favorable. Tous ces éléments conjugués accentuent la fragilité de ce pays qui, dans cette situation, constitue un terreau favorable pour la prolifération des groupes armés extrémistes. Et c'est ce qui expliquerait, cette tendance à la violence et à la multiplication des attaques dans ce pays. Alors, dans quelle mesure le recul de la présence française et la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Russie et la Turquie ont-ils créé un vide sécuritaire exploité par les groupes armés? Vous savez bien le départ de la France, qui est la puissance colonisatrice, l'ancienne puissance colonisatrice du Mali, qui avait des relations bien enracinées dans ce pays et dans bien d'autres pays voisins, ne peut qu'avoir des répercussions sur la situation dans le Mali. Même si d'autres pays tentent de supplanter le rôle de la France, ils ne peuvent que connaître des difficultés au début parce que ces pays ne connaissent pas, n'ont pas connu le Mali au même degré que la France. Et donc, il va falloir que ces pays se mettent à l'école de l'Afrique, à l'école du Mali, pour pouvoir cerner toutes les problématiques que connaît le Mali d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Mali connaît une multiplicité de mouvements extrémistes armés qui ont des motivations différentes, qui ont parfois des motivations, il y a des groupes qui ont des motivations ethniques, d'autres qui ont des motivations religieuses, d'autres qui ont des motivations politiques, d'autres qui ont des velléités séparatistes. Et tout cela, il s'agit là d'un creuset où il y a énormément de problèmes qui ne peuvent être cernés du jour au lendemain par un pays qui vient de débarquer. Et quels sont selon vous les risques immédiats pour la Mauritanie face à la fragilité de ses frontières avec le Mali? Comme vous le savez bien, quand la case du voisin brille, il faut faire attention.
Et le Mali est un pays avec lequel la Mauritanie partage plus de 2000 kilomètres de frontières, avec lequel la Mauritanie partage l'histoire également, avec lequel également la Mauritanie partage beaucoup de liens sociaux, économiques. Le Mali est un pays qui n'a pas de façade maritime et par conséquent, il fait recours à la Mauritanie pour ses importations, il y a de grandes relations commerciales, sociales entre la Mauritanie et le Mali et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc, peut-on dire que toute fragilité qui se trouve au Mali, tous les problèmes qui se trouvent au Mali, notamment les problèmes sécuritaires, se répercutent sur la Mauritanie. Si cela est d'autant plus vrai que si l'on considère le problème de la transhumance. Il y a toute une moitié de l'année, les éleveurs mauritaniens vont sur le territoire malien à la recherche de pâturage. C'est une habitude séculaire. C'est une habitude séculaire dont les gens ne peuvent se dispenser. Même si parfois on voit qu'il y a des Mauritaniens qui ont été agressés, des éleveurs qui ont été tués, et ainsi de suite. Cela n'empêcherait jamais les Mauritaniens à aller faire de la transhumance au Mali, notamment quand parfois ça fait de la mauvaise période chez nous, quand il y a des sécheresses, et ainsi de suite. Donc, il faut bien être clair, quand le Mali connaît des problèmes, la Mauritanie ne peut qu'en subir certaines conséquences. La coopération sécuritaire bilatérale et régionale suffit-elle pour relever ces défis ou Nouakchott a-t-elle besoin d'une approche multidimensionnelle dépassant le volet militaire? Vous savez bien que la Mauritanie a sa propre approche de lutte contre le terrorisme. C'est une approche, une stratégie nationale qui a été saluée par tout le monde, y compris l'OTAN, y compris beaucoup de partenaires, les États-Unis, la France et bien d'autres pays. Et donc ici, c'est pas la Mauritanie a besoin de conjuguer ses efforts avec ceux du Mali pour pouvoir se prémunir de cette poussée du terrorisme qui frappe à nos portes. La Mauritanie a toujours besoin de collaborer, de coopérer avec le Mali pour y faire face. Certes, la Mauritanie a des principes, c'est un pays dont la stratégie nationale se fonde sur la défense. C'est la défense du territoire. Et donc, la Mauritanie n'a jamais eu de velléité d'aller au-delà de sa propre défense. Mais dans le contexte actuel, puisqu'on assiste à un phénomène transfrontalier, je veux dire le terrorisme, la violence, tout ça, cela requiert une collaboration sur toutes les dimensions pour pouvoir y faire face. À votre avis, la communauté frontalière mauritanienne constitue-t-elle une ligne de défense solide ou au contraire l'anneau faible face aux tentatives d'infiltration et de recrutement? L'État a fait beaucoup d'efforts en direction de ces communautés à travers la sensibilisation, la présence de secours mauritaniens, la présence de la sécurité alimentaire mauritanienne, et la proximité des services, et l'accueil des réfugiés, tout cela constitue un ensemble de mesures qui sont en faveur du renforcement de cette communauté et du renforcement du sentiment d'appartenance nationale, du patriotisme de cette communauté qui reste présente sur ces zones frontalières et elle constitue plutôt un élément de force si on continue encore à multiplier ces actions de sensibilisation, d'appui et de secours. Alors, quel rôle les nouveaux partenariats sécuritaires peuvent-ils jouer dans la protection de la Mauritanie? Sont-ils un véritable substitut à l'influence française ou une simple couverture provisoire? Par rapport au rôle sécuritaire que peuvent jouer ces partenaires
Bon, faut les nommer. La Russie a des relations diplomatiques, même économiques, avec la Mauritanie depuis des dizaines d'années. Et donc, la Mauritanie a beaucoup de moyens pour s'entendre avec la Russie afin d'en tirer les meilleurs profits sur le plan sécuritaire. Et donc, la Mauritanie peut bien obtenir des garanties de la part de la Russie, parce qu'aujourd'hui, la Russie dit avoir engagé ses propres forces dans le Mali. Et donc, on peut trouver toujours des accords avec ce pays, en bilatéral ou en multilatéral, le Mali, avec le Mali, la Russie. On peut bien trouver une entente en ce sens. Comment la Mauritanie peut-elle trouver un équilibre entre sa neutralité diplomatique dans le dossier sahélien et son impératif de protéger ses frontières et sa sécurité intérieure? Neutralité sahélienne, bon, je ne pense pas que la Mauritanie est un pays qui observe une neutralité. Bon, la Mauritanie n'a pas à s'arranger du côté d'un pays ou d'un autre parce que c'est un pays qui a son propre territoire, qui a ses propres problèmes, sa propre stratégie, qui a ses propres objectifs. Et la Mauritanie a accueilli les premiers collèges de défense dans la zone sahélienne qui continue encore à accueillir des stagiaires de beaucoup de pays, des stagiaires de haut niveau de plusieurs pays, y compris du Tchad ou d'autres pays. Et donc, par conséquent, la Mauritanie n'est pas un pays neutre. La Mauritanie peut faire beaucoup de choses dans la zone sahélienne. La Mauritanie continue toujours à appeler à l'unité du Sahel face au terrorisme. Voilà. Journaliste, correspondant multimédia, merci Monsieur Edi Magla. Merci pour cette invitation. Au revoir.